Bonjour mesdames et messieurs, merci tout d'abord de votre attention. Merci également aux organisateurs de la conférence. Organiser ce genre d'événement représente beaucoup de travail. La conférence est intitulée « La France entre guerre économique et chaos social ». Lucien Cerise parlant du chaos social, je vais m'occuper de la guerre économique. Et j'ai sous-titré cette partie « La réalité de la mondialisation ». Vous allez voir en effet que se pencher sérieusement sur le concept de guerre économique permet de comprendre la vraie nature de la mondialisation contemporaine. Alors qui suis-je pour vous parler de ce thème ? À vrai dire, je ne revendique pas de compétences fortes. Je suis diplômé d'une école de commerce, option finance d'entreprise, avec une petite formation à la gestion opérationnelle en école d'ingénieur. Cela me prédispose à bien comprendre les enjeux de la microéconomie sous l'angle du management interne des organisations. Mais cela ne me prédispose pas à bien comprendre les enjeux de la macroéconomie sous l'angle des stratégies agressives des grands acteurs. C'est donc un profane, pour ne pas dire un naïf, qui va maintenant essayer de vous transmettre sa perception du phénomène de guerre économique. Je vais m'appuyer pour cela sur quelques auteurs que j'ai lus attentivement, et fondamentalement ma conférence proposera une synthèse des travaux de ces auteurs, que j'évoquerai en conclusion. J'espère simplement que cette synthèse sera originale et qu'elle aura permis de faire émerger les problématiques clés, sans nous attarder sur des questions secondaires. La conférence sera divisée en 4 parties. Nous allons tout d'abord définir et circonscrire un concept qui, on le verra, a facilement tendance à ramifier vers des concepts voisins. Une fois l'objet défini, nous nous pencherons sur les leçons de l'histoire. Nous étudierons rapidement les mutations de la guerre économique depuis l'an 1000 jusqu'à nos jours. Et nous essaierons de tirer les leçons de cette histoire longue. Ensuite, appuyés sur ces enseignements, nous en arriverons à la description de la guerre économique contemporaine telle qu'elle est livrée sur l'échiquier global de la mondialisation. Et enfin, nous examinerons la situation particulière de la France sur cet échiquier. J'ai intitulé cette sous-partie « Chronique d'une défaite programmée », avec un point d'interrogation tout de même. Alors commençons par le concept. Il existe de nombreuses définitions de la guerre économique. Si on se contente du dictionnaire de l'Académie française, en combinant les définitions de guerre et d'économie, on arrive à la formulation suivante. La guerre économique est un affrontement organisé par le moyen et pour le contrôle des activités humaines et des ressources concourant à la production et à la répartition des richesses. On remarquera d'emblée que cette définition peut être comprise de manière plus ou moins extensive, selon que le « et » reliant moyen et contrôle est entendu comme les deux à la fois ou l'un ou l'autre. Cette ambiguïté explique le caractère englobant du concept qui, dans sa définition la plus large, finit par recouvrir à peu près toute l'histoire des sociétés humaines. Ici, nous admettrons plutôt une définition restrictive. La guerre économique, dans notre optique, est une guerre faite à la fois par et pour l'économie. Cela étant, nous ne nous interdisons pas de prendre en compte les adhérences de cette guerre avec d'autres réalités des conflits contemporains. Alors ce concept de guerre économique est contesté, il faut le savoir. Par exemple, par un économiste américain, Paul Krugman, qui n'est pas le plus antipathique des prix Nobel d'économie d'ailleurs, loin s'en faut. Le concept de guerre économique n'est pas légitime à ses yeux sur le plan scientifique parce qu'il porterait en lui-même en quelque sorte un jugement de valeur sur la nature des relations économiques. En apparence, il s'agit là d'un débat très éthéré, un débat pour spécialistes, un sujet pour théoriciens détachés des contingences. Mais en réalité, quand on regarde qui soutient la légitimité de l'expression guerre économique et qui la remet en cause, on se rend compte que le concept recouvre un enjeu idéologique et géostratégique important. En l'occurrence, il n'y a pas de neutralité possible. Ceux qui acceptent le concept ne sont pas neutres, et en ce sens Krugman a raison. Mais ceux qui refusent le concept ne sont pas neutres non plus. Et cela, Krugman ne le voit pas. Pas forcément par malhonnêteté, mais il voit midi à sa porte, comme tout le monde. Historiquement, le libre-échange est le système mis en place par l'Empire britannique, dont l'héritier actuel est le système mondialiste américanomorphe. Ces grands théoriciens historiques sont Adam Smith et Ricardo. Le mercantilisme est le système opposé. Dans sa variante agressive, il a été organisé par des puissances productives qui pouvaient s'imposer par leur capacité de production. Dans sa variante défensive, c'est le protectionnisme. Ces grands théoriciens furent d'abord des Français, Jean Bodin et Colbert, ensuite un Allemand, Friedrich List. Il y a une opposition entre Anglais d'un côté, Français et Allemands de l'autre. Cette opposition recoupe plus largement une opposition entre puissance maritime et puissance continentale. Mais il ne faut pas tomber dans un schématisme artificiel. Il y a des théoriciens français ou allemands du libre-échange, et même l'Angleterre a eu des phases mercantilistes. Avant de devenir l'Empire britannique, elle a été une nation insulaire, menacée de surclassement par les Provinces-Unies. Oliver Cromwell, au XVIIe siècle, a pratiqué une politique interventionniste assimilable à une forme de mercantilisme maritime. Alors allons au fond des choses. Ceux qui disent que la guerre économique n'existe pas, généralement, ce sont en fait les gens qui peuvent la faire furtivement, en suivant les règles du système libre-échangiste, parce que c'est eux qui dictent ces règles. Et symétriquement,
Ceux qui disent que la guerre économique existe, ce sont les gens qui ont besoin de transgresser les règles du libre-échange pour pouvoir faire cette guerre. Ceux-là ne peuvent pas faire la guerre économique furtivement, donc ils ont intérêt à ce que sa réalité soit reconnue. Le débat sur la légitimité du concept est donc biaisé, pour ne pas dire légèrement tartuffe. En fait, derrière la légitimité du concept, ce qui est en jeu, c'est la légitimité des politiques qui sont menées à l'intérieur de la mondialisation. On verra d'ailleurs tout à l'heure que d'une manière générale, cette question de la légitimité est au cœur des stratégies hautes de la guerre économique, et en ce sens, on peut dire que le débat sur la guerre économique est un des principaux champs de bataille de la guerre économique. Ici, de toute façon, nous admettrons la validité du concept, parce que, dans la réalité, la guerre économique existe, évidemment. Puisque des gens la font, elle existe. En 2003, la CIA a déclassifié une partie de ses archives des années 40-50. Et on peut trouver en ligne un document intitulé Planning for the Economic Warfare, établi par cette agence en 1950. On ne saurait être plus clair, planification pour la guerre économique. Dès ses origines, la CIA a considéré que la guerre économique faisait partie de ses activités légitimes. Grâce à Edward Snowden, nous avons pu mesurer ces dernières années l'ampleur et la nature exacte des missions de la NSA. Cela nous a appris d'abord que cette agence opère une écoute systématique, à très grande échelle, y compris contre les alliés des États-Unis. Nous avons aussi découvert que cette écoute est conduite par les USA avec le soutien et la participation de leurs alliés anglophones, mais plutôt contre les alliés non anglophones. Et enfin, et surtout, nous avons découvert que si l'on en juge par les cibles et les méthodes, non seulement l'espionnage économique fait partie des missions de la NSA, mais en outre c'est un aspect central de son travail. Elle a par exemple l'autorisation d'espionner la Banque Centrale Européenne. En France même, la guerre économique est évidemment reconnue par l'appareil d'État. La DGSI lui a encore consacré une note de synthèse en février 2015. La Banque publique d'investissement a été créée il y a une dizaine d'années pour sécuriser les segments clés des industries de souveraineté. Et nous avons une école, l'école de guerre économique, dont la guerre économique est la raison d'être. Dans ces conditions, si on s'éloigne de l'idéologie et si on s'intéresse aux réalités, on cesse de discuter la légitimité du concept de guerre économique. C'est un fait, ça existe. À ce propos, je vous propose de nous offrir une petite pause cinéma. Je trouve qu'un des aspects amusants de notre époque, c'est la capacité des classes dirigeantes à maintenir des fictions auxquelles personne ne croit. Par exemple, il est assez comique d'entendre Alain Minck nous parler de la mondialisation heureuse quand on garde en tête certains films récents ou même un peu plus anciens. Prenez No Escape, un film de 2015. Ce film évoque les démêlés des multinationales de l'eau avec certaines ONG et certaines forces politiques locales. Dans la réalité, bien sûr, les choses ont été moins spectaculaires et violentes que sur grand écran, mais le film est très bien fait. Vous avez une scène où Pierce Brosnan, qui joue un agent occidental, explique à un cadre d'une multinationale comment il a préparé le terrain pour lui. Et ce qui est très bien montré dans le film, c'est que ce cadre est un brave homme. Il ne réalise pas au départ que la société pour laquelle il travaille a conduit des manœuvres illégitimes. C'est un film à voir parce qu'il montre bien que la guerre économique, c'est un peu comme la lettre volée. Personne ne la voit parce qu'on l'a sous le nez. Dans Syriana, un film de 2005, on nous explique carrément comment l'armée américaine tire un missile guidé sur un prince arabe dans un pays du Golfe, coupable de se rapprocher des Chinois. C'est énorme, mais on y croit. Le film montre bien comment la guerre économique a la propriété de s'entremêler avec les autres formes de guerre. Et puis il y a 1000 milliards de dollars, un film de 1980, d'Henri Verneuil. Très bon film, qui montre bien les sous-traitances entre centrales de renseignement et grandes entreprises. Je m'arrête là, nous pourrions passer des heures à parcourir la cinémathèque mondiale pour trouver toutes les traces de la guerre économique. D'une manière générale, force est de constater tout simplement que la culture grand public inclut beaucoup de vérité. Souvent, elle me paraît plus proche de la réalité que certains travaux des économistes prétendument sérieux. À mon avis, cela vient du fait que la fiction permet de dire une certaine obscénité du réel que les théoriciens ont du mal à intégrer dans leur vision désincarnée. Un économiste plongé dans ses calculs savants n'a pas envie qu'on lui parle de fraude, d'espionnage, de manipulation, d'argent sale. Même si, en fait, nous le savons très bien, c'est ça la réalité du capitalisme global. Et dès qu'on s'intéresse à des exemples concrets de guerre économique, c'est cette réalité qu'on touche du doigt. Par exemple, un État contre un État. Une guerre, une vraie. L'agression du Chili par les États-Unis en 1973 a d'abord été économique. Agression plus discrète, plus insidieuse, celle du Brésil depuis quelques années. Le Brésil est manifestement une cible privilégiée par la NSA, c'est ce que démontrent les révélations de Snowden. Un État contre son peuple. La dékulakisation en URSS est une agression de la paysannerie aisée par le pouvoir soviétique. C'est un exemple très connu, mais on n'a pas besoin d'aller chercher si loin. Prenons un exemple contemporain. La crise des migrants. Elle est à mon avis instrumentalisée par une fraction des classes dirigeantes. C'est une agression économique par une importation de main-d'œuvre bon marché, et plus profondément, c'est l'affirmation d'une supériorité des logiques transnationales sur les frontières étatiques. On peut citer à cet égard le géopoliticien américain Thomas P. M. Barnett, qui a théorisé l'idée selon laquelle la poursuite du mécanisme de mondialisation, favorable aux intérêts des USA, supposait la continuité des flux à travers le système global, en particulier les flux de personnes.
Une entreprise contre une autre entreprise. Boeing, Airbus. On pourra en parler tout à l'heure, pendant les questions si vous voulez, à propos de l'affaire du renouvellement de la flotte des ravitailleurs de l'US Air Force. C'est un cas d'école de guerre économique et d'asymétrie entre Europe et États-Unis. Une entreprise contre un État. United Fruit contre le Honduras. Pendant la première moitié du XXe siècle, United Fruit Company avait constitué un monopole sur l'acheminement des fruits exotiques d'Amérique centrale vers les USA. Compte tenu de la taille du marché américain et du poids du secteur agricole fruitier dans certains pays d'Amérique centrale, cette multinationale s'était donc retrouvée en situation de faire et de défaire les gouvernements locaux, en partie pour le compte des classes possédantes, avec lesquelles elle avait conclu un adossement de puissance. United Fruit travaillait dans ce cadre en lien étroit avec la CIA. Un des dirigeants de la compagnie, Allen Dulles, était d'ailleurs aussi un cadre de la centrale de renseignement. À l'époque, le Honduras était un pays moins dominé que le Guatemala. En 1954, la main-d'œuvre locale s'est révoltée. Eh bien, United Fruit a pris prétexte d'un aléa climatique pour déclencher délibérément une crise économique locale très violente. Dans la foulée, la CIA a lancé une politique systématique de déstabilisation un peu partout en Amérique centrale. Un État contre une entreprise, les États-Unis contre la BNP. La BNP a été accusée d'avoir utilisé le dollar dans ses transactions avec des pays sous embargo américains, l'Iran, le Soudan, la Libye et Cuba. La justice américaine l'a condamnée à payer une amende de 6 milliards de dollars environ. Elle s'est vue interdire pendant 1 an d'effectuer des paiements en dollars pour le compte de négociants en pétrole et en gaz. La banque a aussi accepté de se séparer d'une bonne dizaine d'employés, dont l'un de ses directeurs, Georges Chaudron de Courcelles. Alors il faut savoir que les Américains ont comme objectif stratégique d'affaiblir le système bancaire européen. Et à mon avis, c'est sans doute un facteur explicatif de l'affaire BNP, au moins aussi important que les questions d'embargo. Il est intéressant aussi de noter que les Américains, en l'occurrence, affirment explicitement un principe juridique supérieur au droit international classique, la protection de leur souveraineté étatique. Ce qui rend possible ce contournement du droit international, c'est le fait que toute transaction effectuée en dollars doit être compensée aux USA. On touche là à un fait structurant de la guerre économique contemporaine. La suprématie monétaire est décisive. De cela aussi nous reparlerons. La guerre de classe est un phénomène apparenté à la guerre économique, mais on la sépare souvent de cette dernière. Cette séparation m'a toujours laissé sceptique parce que je pense que la guerre économique et la guerre de classe ramifient mutuellement l'une sur l'autre. C'est souvent l'angle mort des théoriciens de la guerre économique, qui ont tendance à techniciser leurs propos pour ne pas avoir à le situer en termes proprement politiques. Par exemple, comme je vous le disais à l'instant, en Amérique centrale, la guerre CIA-United Fruit contre les États est inséparable de la guerre de classe entre grands propriétaires fonciers, petits paysans et salariés agricoles. Souvent, à la charnière entre guerre économique et guerre de classe, on trouve des affrontements entre une forme économique concentrée et instituée, trust ou cartel prédateur, et une forme économique spontanée et déconcentrée, qui subit la prédation. Par exemple, le face-à-face entre le cartel de la grande distribution et le petit commerce dans la France des Trente Glorieuses. Alors ce qu'on peut dire en synthèse à ce stade, c'est que la guerre économique est un phénomène polymorphe, et même protéiforme. Ces différentes formes peuvent en effet se transformer les unes dans les autres. Je n'ai malheureusement qu'assez peu de temps pour vous parler de cette réalité protéiforme. Si nous devons entrer dans le détail de toutes les formes de la guerre économique, nous ne pourrons pas conclure. C'est pourquoi je vous propose de remonter en amont des manifestations complexes du phénomène pour nous concentrer sur la simplicité de son essence. En fait, si on réfléchit à ce qui va nécessairement définir le positionnement des acteurs de la guerre économique, on arrive à la conclusion que 2 caractéristiques vont être structurantes: le type de forme sociale et le rapport au territoire. Par la force des choses, les acteurs vont agir en fonction de ces caractéristiques. Les acteurs caractérisés par une forme instituée ont naturellement tendance à déployer une logique de puissance, donc de concentration, à laquelle s'opposent naturellement les acteurs caractérisés par une forme spontanée. Les nomades, de leur côté, veulent un espace ouvert, alors que les sédentaires veulent un espace compartimenté. Il ne peut pas en aller autrement. Et comme on va le voir, cette grille simplificatrice, construite autour de 2 axiologies de synthèse, permet de saisir en quelques étapes le cheminement par lequel la guerre économique est parvenue au point actuel à travers l'histoire. Puissance sédentaire, puissance nomade, peuple sédentaire, peuple nomade. Voilà les 4 grands types d'acteurs de la guerre économique. Alors parcourons l'histoire longue à travers cette grille d'analyse. Pour simplifier, nous commencerons notre étude historique vers l'an 1000, en Occident. En réalité, avant et ailleurs, il y a eu toute une histoire de la guerre économique, une histoire qui anticipait d'ailleurs largement notre réalité contemporaine, dans l'Antiquité classique et dans la civilisation islamique. Mais encore une fois, nous allons au plus simple. L'avantage de l'Europe de l'an 1000, c'est justement cette extrême simplicité. C'est un système économico-politique à relativement petite échelle, avec des chaînes productives et logistiques courtes, et des puissances qui ne dissimulent pas encore leur nature. On peut donc observer là l'essence de la guerre économique, directement et immédiatement manifestée. Il y a la guerre entre bas et haut, entre les peuples et les puissances, plus sensible chez les sédentaires que chez les nomades. C'est la guerre sourde entre communautés villageoises et seigneuries féodales. Mais cette guerre ne peut pas aller jusqu'à l'affrontement systématique. En général, les sédentaires finissent par s'entendre pour se protéger d'une menace existentielle commune.
Cette menace, elle est constituée par des nomades, organisés en hordes, c'est-à-dire en confédérations assez souples, soudées autour d'un objectif de prédation commun et généralement temporaire. À l'époque, les nomades sont d'une manière générale rejetés à l'extérieur du système, à l'exception de catégories internalisées mais anecdotiques, de rares marchands par exemple. Le système fonctionne parce que les manants acceptent l'impôt et la corvée pour entretenir une noblesse guerrière formée de conquérants nomades sédentarisés. Ceux-ci protègent le territoire auquel ils sont désormais attachés, territoire qui leur permet de nourrir et de payer leurs troupes. Il y a donc une sorte d'instrumentalisation mutuelle entre la puissance sédentaire et le peuple productif, le besoin de sécurité des paysans et le soutien de la volonté de puissance de la noblesse. Et donc en somme, à l'époque, la guerre économique et la guerre tout court, c'est pareil, ou peu s'en faut. Les choses se compliquent à la Renaissance. À ce moment-là, le nomadisme commence à être réinternalisé à grande échelle dans le système économique européen, avec le retour d'une forme presque oubliée depuis la fin de l'Antiquité classique, le commerce maritime à grande échelle. Un marchand marin du XVIe siècle, c'est un nomade, dont la steppe s'appelle l'économie productive des sédentaires, qu'il traverse sur sa monture, la galère en Méditerranée, la caravelle sur l'océan, en captant les flux économiques à longue distance et à forte valeur ajoutée. Le capitalisme, au sens moderne du terme, émerge alors progressivement autour d'un mélange de coopération et de compétition entre deux formes de puissance, l'État-nation en formation, qui organise l'espace sédentaire pour l'adapter au marché naissant, et les puissances commerciales, qui administrent ce que l'historien Fernand Braudel baptisera un jour l'économie-monde. Les deux formes ont alors pratiquement des poids comparables. Venise à la Renaissance pèse à elle seule financièrement presque aussi lourd que la France. Les États-nations se battent entre eux pour le territoire, les puissances commerciales pour la maîtrise de l'espace maritime. Les deux types de puissances ont tendance à s'adosser l'un à l'autre, tout en cherchant à se contrôler mutuellement. À l'époque, la guerre économique commence à se distinguer de la guerre tout court, mais ce sont encore les armes des militaires qui tranchent la plupart des débats, y compris entre puissances commerciales. À l'ère industrielle, ce schéma né à la Renaissance est amplifié par de nouveaux moyens matériels, mais il n'est pas fondamentalement modifié. Une métapuissance en formation autour des marchés financiers, industriels et bancaires transcende les anciennes puissances commerciales. Le caractère nomade des puissances d'argent s'accentue, tandis que l'intelligence émergente des marchés financiers leur donne un avantage en termes de coordination. On retrouve là une variante renouvelée d'une forme ancestrale d'organisation des nomades, la horde. Les États-nations sont maintenant moins en guerre pour la terre agricole, qui perd de sa valeur comme support de puissance, que pour les matières premières et les marchés. C'est ce qui explique que les peuples colonisés soient cordialement invités à remplacer les manants d'anciens régimes dans le rôle peu enviable de base de la pyramide. Et on commence ainsi à voir apparaître une nouveauté, des infranomades, d'anciens sédentaires nomadisés de force, qui servent de masse de manœuvre aux nomades dominants du capital. C'est le schéma qui reste en vigueur à peu près jusqu'aux années 50 du siècle dernier, avec quelques nuances. La guerre économique est maintenant bien distincte de la guerre tout court, mais celle-ci reste l'ultima ratio des puissances, ce qui subordonne de facto la métapuissance nomade aux États-nations les plus puissants, seuls à même d'entretenir une armée. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, progressivement s'installe le système de guerre économique dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Par rapport aux époques précédentes, ce système est caractérisé par plusieurs évolutions significatives. La guerre économique reste liée à la guerre tout court, mais la hiérarchie entre les formes de guerre a tendance à s'inverser progressivement. Pour la première fois, on peut croire que l'économie devient, d'une certaine façon, plus centrale que la politique dans l'histoire. Dans ces conditions, le rapport de force s'inverse en partie entre les puissances nomades du capitalisme et les États-nations. Dans une certaine mesure, il existe une relative suprématie de la métapuissance organisée en réseau par les nomades du capitalisme globalisé. La mesure de cette suprématie constitue d'ailleurs en elle-même un sujet de débat. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on peut penser que l'US Army, l'OTAN, Zahal, défendent les multinationales occidentales, autant sinon plus que les peuples occidentaux. Pour reprendre la terminologie introduite par Jacques Attali, l'instrumentalisation des infranomades, alliés de revers des hypernomades contre les sédentaires, se renforce constamment. Un infranomade, que je vous le rappelle, est un sédentaire pauvre nomadisé. Les infranomades constituent une base sociale propre au nomadisme des puissances commerciales. Leur augmentation contribue à faire basculer le rapport de force au détriment des États-nations, et là encore, on reparle de l'actualité des migrants. Voilà. Tel est le monde dans lequel nous vivons, où on commence à comprendre que la guerre économique, c'est surtout à nous qu'on l'a fait, à nous autres les manants. Évidemment, c'est moins facile à voir qu'à l'époque où nos ancêtres cutéreux, sauf leur respect, abandonnaient la moitié de leur récolte au duc Charles pour qu'il empêche les Vikings de tout prendre. Mais en fait, plus ça change, plus c'est pareil. Le duc Charles, c'est la République ou ce qu'il en reste. Les Vikings, ce sont maintenant les puissances prédatrices du capitalisme globalisé. Alors, on peut tirer 3 grandes leçons de cette histoire. La première leçon, c'est que l'enjeu de la guerre économique, eh bien, c'est le support de la puissance. En fait, on fait la guerre économique pour avoir les moyens de la faire. Donc la première et la plus précieuse ressource de la guerre économique, c'est la volonté de puissance, c'est le point de départ nécessaire. Si ce point de départ fait défaut,
Le cycle qui permet de survivre dans la guerre économique ne peut pas être enclenché, et on meurt. Or, assumer la volonté de puissance, c'est admettre deux choses. D'abord que l'instinct de survie suffit à fonder une légitimité, ensuite que tout accroissement de la base de puissance est une avance en vue de la survie future, et que donc, la logique de puissance est un prolongement de l'instinct de survie. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas toujours facile de démontrer la légitimité de cette logique de puissance. Elle se heurte en effet à un paradoxe. En un sens, toute volonté de puissance est saine, parce qu'elle assure la survie des groupes humains. Mais d'un autre côté, la volonté de puissance pose problème. On voit bien qu'elle est auto-amplificatrice, indéfiniment, ce qui veut dire qu'elle peut conduire l'humanité à sa perte, en provoquant des conflits de plus en plus destructeurs. La capacité d'une culture à faire coexister ces deux constats, à les équilibrer, à les faire partager, et par la puissance et par le peuple, et par ses rivaux, constitue le plus précieux des équipements dans la guerre économique. Chaque puissance va donc chercher à démontrer que sa géoéconomie propre n'est pas incompatible avec la cosmopolitique générale de l'espèce humaine. Par cosmopolitique, on entend ici la construction d'un ordre international qui maximise les chances de survie de l'espèce. C'est là que réside le secret de la légitimité. C'est donc là que se trouve la clé de la victoire cognitive dans les stratégies hautes de la guerre économique. Nous avons ici un enseignement à retenir, car nous réutiliserons cette conclusion. La deuxième leçon de l'histoire, c'est que le support et enjeu de la guerre économique dépend principalement des conditions technologiques. Bien sûr, la technologie n'est pas le déterminant unique. Par exemple, l'émergence des puissances commerciales à l'automne du Moyen-Âge a anticipé la navigation hauturière avec l'ouverture de la voie maritime directe entre Italie du Nord et Flandre, au XIVe siècle. Mais c'est bien lorsque cette économie monde a pu traverser l'Atlantique à la fin du XVe siècle que le centre de gravité de la guerre économique a commencé à glisser vers les flux maritimes. Une conséquence de cette loi, c'est que la guerre économique n'arrête pas de se transformer. L'ère du capitalisme industriel n'est pas la fin de l'histoire. Il y aura quelque chose après. Beaucoup d'auteurs anticipent d'ailleurs une rupture à l'horizon d'1 à 3 décennies. Tout le monde n'est pas d'accord sur la nature de cette rupture. Pour certains, elle ne fera que prolonger le mouvement général qui conduit l'humanité vers des enjeux toujours plus immatériels, au fur et à mesure que la technologie lui permet de s'abstraire de sa niche écologique naturelle. On pourrait appeler ça l'hypothèse du décollage. Le train du progrès nous amène jusqu'au pas de tir d'une fusée. C'est le scénario imaginé par exemple par Ray Kurzweil, l'auteur d'Humanité 2.0. Il imagine une humanité sortie de la matière jusqu'à pouvoir se refaire elle-même. Son scénario repose sur l'hypothèse d'une singularité quand l'avancement de nos capacités deviendrait auto-accélérateur. Dans une version plus raisonnable du même optimisme, nous pouvons citer Jeremy Rifkin, l'auteur de la nouvelle société du coût marginal zéro. D'autres auteurs estiment au contraire que l'ordre actuel va s'effondrer sur lui-même, pour nous ramener brutalement dans la matière, par une sorte d'inversion du sens de l'histoire. On pourrait appeler cela l'hypothèse du terminus. Nous arrivons au bout de la ligne du progrès, le train s'arrête, mais il n'y a pas de fusée. Et nous repartons tout bonnement en sens contraire, à pied. Parmi les auteurs marquants de cette tendance, on peut citer Richard Heinberg, l'auteur de La fin de la croissance, James Kensler, Too Much Magic, ou encore le regretté Michael Ruppert, Confronting Collapse. Je dois également citer un de mes amis, Piero San Giorgio, même si son travail est plus tourné vers le survivalisme que vers la prospective. Les deux scénarios, le décollage et le terminus, peuvent d'ailleurs se combiner. Chez Jacques Attali, l'auteur d'une brève histoire de l'avenir, une fraction de l'humanité s'échappe vers une utopie hyper-technologique, tandis que le reste de l'espèce est brutalement ramené à une lutte pour la survie on ne peut plus matérielle. Chez Guillaume Fay, l'auteur de l'archéofuturisme, on trouve une variante de ce scénario, variante dans laquelle le retour vers le passé se combine avec la technologie plus qu'il ne s'y oppose. Il n'est pas possible à ce stade de dire qui a raison. Ceux qui croient au décollage, ceux qui anticipent le terminus, ceux qui combinent les deux hypothèses. La leçon de l'histoire au fond, c'est qu'ils peuvent tous avoir raison. Les seuls qui auront forcément tort, ce sont ceux, hélas très nombreux, qui croient que les conditions actuelles peuvent être maintenues indéfiniment, dans une sorte de stase miraculeuse. Ceux-là finiront forcément par être démontrés. La réalité se chargera de leur rappeler la leçon de l'histoire. Pendant longtemps, ça ne change pas, et puis un jour, ça change. Toujours, le changement finit par arriver. Alors il est à craindre que les naïfs qui confondent la saga des bisounours et la mondialisation contemporaine ne soient cette fois-ci détrompés de manière particulièrement brutale. Quand on lit Attali et sa brève histoire de l'avenir, on voit très bien comment les scénarios hyper-technologiques et low-tech peuvent se combiner pour fabriquer un monde assez cauchemardesque, une sorte de mélange entre Bienvenue à Gattaca et l'âge de cristal pour les classes supérieures, et entre Avatar et Mad Max pour le reste de l'humanité. On peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas aujourd'hui l'enjeu secret d'une guerre économique faite par les milieux mondialistes aux peuples de la planète, à tous les peuples de la planète. C'est une question qu'on a le droit de se poser. On peut en tout cas remarquer qu'avec la fabrication en série des infranomades, on dirait bien que les classes dirigeantes du capitalisme globalisé se préparent à un sacré vivier de mercenaires, parfait pour intimider les populations civiles désarmées. Et où l'on reparle encore des migrants, bien sûr. Enfin, la troisième leçon de l'histoire, et peut-être la plus importante, c'est que la lutte des classes n'est pas le seul moteur de l'histoire. C'est plus compliqué, en tout cas, que ce que la plupart des gens entendent quand ils parlent de lutte des classes. Je ne suis pas sûr que mon analyse vienne contredire celle de Marx, mais ce qui est certain, c'est qu'elle contredit celle des marxistes qui ont le moins bien lu Marx.
Je ne nie pas bien sûr l'opposition entre le haut et le bas de la structure sociale, ou encore entre les formes instituées et les formes spontanées, entre la puissance et le peuple. Mais cette opposition ne crée pas la tension la plus grande ni la plus profonde. La ligne de fracture la plus permanente sur la longue durée, c'est l'opposition entre nomades et sédentaires. Et il n'y a rien de plus logique. Entre sédentaires, on a la même perception des enjeux territoriaux. Donc on finit toujours plus ou moins par s'entendre. En temps normal, la puissance sédentaire et la population sédentaire coopèrent, même s'il y a des tensions. L'exception, c'est le conflit, la révolution. Même chose entre nomades, et pour les mêmes raisons mutatis mutandis. Les nomades se fédèrent facilement en hordes. Par contre, entre nomades et sédentaires, l'entente est toujours difficile. Dans ce domaine, c'est l'entente qui constitue l'exception et le conflit qui est la règle. Le sédentaire veut compartimenter l'espace pour le contrôler, alors que le nomade veut le décompartimenter pour le parcourir. Deux sédentaires peuvent être en désaccord sur l'emplacement d'une haie, par exemple, mais ils peuvent s'entendre parce qu'on peut toujours déplacer une haie, alors qu'un nomade ne voudra pas de la haie, où qu'elle soit. Et là, il n'y a pas d'entente possible avec le sédentaire. La guerre économique est donc parfois celle des puissances entre elles, ou encore celle des puissances sédentaires contre les puissances sédentaires. Mais c'est surtout, tout le temps, celle des nomades contre les sédentaires. Nous avons maintenant défini le concept et tiré les leçons de l'histoire. Nous pouvons aborder la situation actuelle. Alors, essayons d'abord de nous représenter le champ de bataille. Il faut imaginer une partie d'échecs sur plusieurs échiquiers superposés. La guerre économique ramifie d'un échiquier sur l'autre. Vous abordez une bataille numéro 1, située sur un terrain donné avec des méthodes données, et vous allez découvrir en dessous, à côté, au-dessus d'autres batailles, numéro 2 à numéro n, livrées sur d'autres terrains avec d'autres méthodes, mais dont les péripéties influent sur la bataille numéro 1. On ne doit donc jamais analyser les événements isolément. Il faut essayer de construire une vision transversale pour aborder les problématiques dans leur globalité. C'est évidemment très difficile. Les règles ne sont pas les mêmes sur tous les terrains, mieux encore elles ne sont pas les mêmes pour tous les joueurs, certains échiquiers sont invisibles, mais il faut essayer d'imaginer ce qui se passe sur ces échiquiers invisibles. Sur l'échiquier global, on trouve des puissances sédentaires, les États. On trouve des puissances nomades, ou disons principalement nomades, les entreprises, les médias, les ONG. Et on trouve un type d'acteur ambigu, à la fois coalition des États sédentaires et force de coercition contre eux, souvent au service de la métapuissance des marchés, les institutions internationales. Ce qui caractérise notre époque, c'est probablement la faiblesse des puissances sédentaires. Elles sont désormais largement vassalisées par la métapuissance nomade. D'où le fait que la guerre entre ces puissances sédentaires et leurs peuples s'intensifie. En réalité, les États ne sont souvent que le proxy des marchés. La guerre entre la puissance et le peuple devient le vecteur de l'agression des sédentaires par les nomades. Mais rien n'est simple. Parfois, les puissances nomades sont instrumentalisées par des États qui ne peuvent pas contrôler les marchés, mais veulent les infiltrer et les influencer. Il y a constamment des relations de sous-traitance, parce que ni les puissances nomades, ni les puissances sédentaires n'ont accès à toutes les armes de la guerre économique. Ces armes sont listées sur ce transparent. Nous les étudierons tout à l'heure plus en détail quand nous aborderons diverses affaires, mais en synthèse, disons que la guerre économique présente quelques traits distinctifs qui tiennent largement aux armes qu'elle appelle. D'abord, elle n'est souvent pas déclarée. La frontière entre guerre et paix, qui est relativement facile à tracer dans le domaine militaire, est beaucoup plus floue dans le domaine économique. Il y a une vaste zone grise, ni paix ni guerre, et en fait, on peut dire qu'une grande partie des relations entre les puissances se joue dans cette zone grise. La guerre économique est souvent livrée en annexe à d'autres formes de guerre. Les armes de cette guerre annexe instrumentalisent souvent des phénomènes propres aux affrontements sur lesquels l'économie vient se greffer. L'utilisation habile des effets d'aubaine est vitale dans cette espèce de grand billard à plusieurs bandes pour minimiser les coûts des opérations de renseignement et d'influence. Ces opérations ne sont d'ailleurs pas toujours complètement programmées, et souvent les acteurs se contentent de créer le contexte favorable à des événements qu'ils pourront instrumentaliser. Et comme plusieurs acteurs peuvent bénéficier simultanément du même élément de contexte, il est parfois bien difficile de dire exactement à quoi et à qui sert une opération de guerre économique. Par exemple, la COP 21, qui vient de se tenir à Paris, s'inscrit dans une démarche générale de lutte contre le réchauffement climatique. Cette démarche est comprise dans les pays émergents comme un instrument de l'Occident pour freiner l'ascension des BRICS. Mais la COP 21 a aussi donné lieu à une opération de communication interne du pouvoir français. En l'occurrence, il y a eu instrumentalisation mutuelle entre des acteurs, mus par des considérations de politique intérieure, et des acteurs géopolitiques qui n'ont à peu près que faire de ces pantalonnades. Dans ces conditions, comment parler de la COP 21 ? Une opération de communication récupérant une thématique géoéconomique ou l'inverse ? Ce que je voudrais souligner à ce stade, en tout cas, c'est que sur le long terme, les armes les plus puissantes ne se situent pas là où on le croit généralement. Ne nous laissons pas influencer par les buzz médiatiques. Dans les médias, la guerre économique est surtout une affaire d'espionnage, de manipulation de marché, etc. Mais c'est une vision de court terme. En réalité, la guerre économique se joue beaucoup plus sur un champ de bataille qu'on se garde bien d'expliquer au public. C'est fondamentalement une guerre normative et cognitive. Parce que c'est là, dans la définition des normes du système, dans la structuration ou la déstructuration des esprits, des organisations, des sociétés, c'est là que se détermine la victoire à long terme, au-delà des péripéties tactiques momentanées. Le contexte contemporain explique cette importance croissante de la guerre cognitive. Pour les anciennes économies développées, il s'agit aujourd'hui de conserver leur avance en termes technologiques.
Dans une mondialisation qui oppose des nations tête, capital et savoir, à des nations bras, surtout riches de leur main-d'œuvre abondante, la maîtrise des capacités d'innovation est perçue comme un facteur clé de succès à moyen terme. Tant que les nations tête conservent leur avance, elles restent des nations tête. Mais si les nations bras rattrapent leur retard, elles deviendront la tête à la place des nations têtes actuelles. Par ailleurs, nous passons d'un monde organisé en territoire à un monde organisé en réseau. Dans ce monde réseau, la puissance se manifeste plus par la création de dépendances asymétriques que par l'affrontement direct. Parce que l'interpénétration des systèmes fait qu'on peut difficilement détruire l'autre sans se détruire soi-même. Il devient donc plus rentable de se laisser pénétrer par l'adversaire pour l'inclure que de se fermer à lui pour l'exclure. En particulier parce que se fermer, ce serait s'isoler des flux de l'économie de la connaissance et finalement perdre en capacité d'innovation. Cette inclusion du rival prend de moins en moins la forme d'une infiltration par les centrales de renseignement. La guerre économique contemporaine se fait en grande partie au grand jour, via des stratégies d'influence peu dissimulées, voire pas du tout. De toute façon, les organisations pyramidales sont en train de reculer devant les nébuleuses irriguées par une architecture distribuée. Dans ces conditions, la cohésion des sociétés devient le facteur clé de succès à long terme. C'est cette cohésion qui rend possible l'ouverture au réseau global, donc le maintien des capacités d'innovation. Les puissances sédentaires qui ne disposent pas d'une cohésion solide sont obligées de se fermer. Elles perdent donc des opportunités d'adossement aux puissances nomades. D'où l'importance croissante de la guerre cognitive, dans un monde où il n'est plus possible de s'affronter directement, où il n'est souvent même plus possible d'infiltrer l'adversaire parce qu'il n'y a plus d'architecture centralisée à infiltrer. Les stratégies hautes poursuivent avant tout comme objectif de délégitimer la logique de puissance de l'adversaire ou de disloquer sa base anthropologique. Cela étant, je ne voudrais pas donner l'impression que la guerre cognitive immatérielle définit tous les aspects de la guerre économique contemporaine. Les puissances ne perdent pas de vue la question des ressources critiques. C'est surtout sous cet angle que les questions territoriales continuent à structurer la guerre économique. À cet égard, la géoéconomie contemporaine laisse penser que les territoires, à l'exception des zones riches en minerais critiques, valent désormais moins que les voies de communication. Les espaces maritimes ont donc souvent plus de valeur que les espaces terrestres. Suivant les auteurs et les moments, la liste des ressources critiques oscille entre une grosse dizaine et une petite trentaine. J'en ai mis quelques-unes sur ce transparent. Vous noterez qu'une ressource peut être critique parce qu'on va en manquer à brève échéance, l'argent par exemple, ou parce qu'elle est très concentrée sur le globe, comme le cobalt. En pratique, personne ne sait quelle ressource va manquer à quelle échéance. Tout ce qu'on sait, c'est que dans le courant du XXIe siècle, le problème des ressources critiques va se poser de manière de plus en plus aiguë. On ne peut pas indéfiniment augmenter la prédation que nous opérons sur notre écosystème, ni taper toujours plus vite dans les réserves de matières premières. Tout a une limite. Alors, avant de m'éloigner de cette question des ressources critiques, je voudrais réfuter un argument auquel je me heurte parfois. Certaines personnes font valoir que nous n'avons pas de certitude quant aux pénuries à venir. Nous ne sommes pas capables d'en évaluer la probabilité. C'est tout à fait exact, mais cela ne change rien au fait que nous devons nous préparer à ces pénuries. Ce que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est que dans certains cas, le fait de ne pas connaître la probabilité d'un événement amène à décider qu'on doit s'y préparer. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sûr qu'un événement très grave ait une probabilité très faible. Ou pour le dire autrement, quand il est possible qu'un événement très grave ait une probabilité non négligeable. En termes mathématiques, cette idée peut être formulée dans le cadre de la théorie de la décision. On peut par exemple utiliser le critère de Hurwitz. Si on lit la définition mathématique, ça a l'air très compliqué. On définit une fonction de valorisation prenant en compte le pire des résultats avec la probabilité alpha, et le meilleur résultat avec la probabilité 1 moins alpha, on choisit l'action de la fonction de valorisation la plus élevée. Bon. En fait, si on prend un exemple, on va voir que c'est très simple. Le critère de Hurwitz, c'est quelque chose que nous appliquons tous sans le savoir quand nous prenons une assurance. Imaginons que vous soyez propriétaire d'un château. Ce château vaut 1 million d'euros. Vous vous renseignez pour une assurance incendie. Elle coûte 1000 euros par an. Est-ce que c'est rentable? Vous commencez par vous demander, est-ce qu'il y a une chance sur 1000 pour que mon château brûle? Puis vous vous dites, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas évaluer précisément la probabilité pour que mon château brûle. Alors comment décider? Eh bien c'est là que vous faites du Hurwitz sans le savoir. Vous vous dites, voyons, si je m'assure et qu'il ne se passe rien, j'aurais perdu 1000 euros. On n'en meurt pas. Alors que si je ne m'assure pas et que mon château brûle, j'aurais perdu 1 million d'euros. Et ça, on ne s'en remet pas. Conclusion, je m'assure. En termes mathématiques, cela veut dire que vous avez admis qu'au fond, il faudrait accepter un alpha très petit pour ne pas s'assurer. Or, puisque vous ne pouvez pas évaluer précisément la probabilité de l'événement fatal, il n'est pas envisageable d'adopter par hypothèse un alpha aussi petit. Donc, dès lors que vous n'êtes pas certain que cette probabilité est infime, tout se passe comme si vous deviez accepter l'idée que alpha vaut 1. En termes non mathématiques de la vie de tous les jours, ça veut dire que vous gérez en bon père de famille. Vous préférez la certitude d'une petite dépense au risque d'une catastrophe insurmontable. C'est ce raisonnement très simple qui explique que les puissances ne se désintéresseront certainement pas de la question des matières premières critiques. Non pas parce qu'elles sauraient évaluer le risque de pénurie, mais au contraire parce qu'elles ne le savent pas. Toutes les puissances vont consacrer des moyens non négligeables à la sécurisation de leurs approvisionnements en matières premières critiques, même s'il est très possible que dans quelques décennies, des substituts aient été trouvés. En l'occurrence, le rendement de la guerre économique n'est pas calculable a priori, mais on doit la faire pour respecter un sain principe de précaution. Revenons au cœur du sujet. Essayons maintenant de décrire les grands acteurs de la guerre économique.
Une heure c'est trop court pour balayer toutes les stratégies de toutes les puissances aux prises. Je choisis de me concentrer sur les États, et sur ce truc transparent, nous survolons 4 puissances seulement, les USA, la Chine, la Russie, l'Allemagne. Qu'en dire? Le fait marquant pour commencer. Les USA sont de très, très loin la puissance qui fait la guerre économique sur la plus grande échelle et de la manière la plus agressive. On nous parle de la guerre économique chinoise, russe, allemande. Bien sûr, ces puissances aussi font la guerre économique. Mais par rapport aux États-Unis, ce sont des petits joueurs obligés de pratiquer le contre. Le fort en la matière, c'est l'Amérique. Et en pratique, c'est elle qui fait le jeu. Les autres, même quand ils attaquent, même quand ils se livrent à des pratiques illégitimes, ne font en réalité que réagir. Cette situation est logique. Les USA ont besoin de faire la guerre économique parce que leur rôle dans la mondialisation ne repose plus sur leur puissance intrinsèque. Le dollar pèse à peu près les 2/3 des réserves de change du monde, alors que l'économie des États-Unis ne représente plus qu'un 1/6 de l'économie mondiale. Pour maintenir leur position de force, les Américains ont donc besoin de créer des dépendances asymétriques artificielles. Il faut bien voir ce que c'est que cette Amérique du XXIe siècle. Ce n'est plus du tout la grande puissance industrielle de Roosevelt. C'est une économie très financiarisée. L'Amérique exporte du capital risque et importe du capital en quête de sécurité. Les USA, c'est un super coffre-fort où tous les riches de la planète viennent mettre leur argent. Un coffre-fort gardé par une bonne dizaine de groupes aéronavals et par un énorme appareil de renseignement et d'influence. Un coffre-fort caractérisé évidemment désormais par une position extérieure nette ultra déficitaire. Donc une monnaie, le dollar, qui ne tient plus que par la capacité des États-Unis à l'imposer aux besoins par la force. Or tout tient sur le dollar. Si le dollar perd son statut de monnaie de réserve mondiale, si les marchés des matières premières abandonnent le dollar, l'Amérique revient à son vrai poids. Une très grande puissance, bien sûr, mais pas du tout une hyperpuissance. Même pas forcément la plus grande puissance mondiale. Ou plus pour longtemps. D'où la guerre économique américaine. Une guerre très brutale et très perverse. Les méthodes américaines tranchent par leur caractère systématique. Si nous ne voyons plus la guerre économique américaine, c'est parce qu'elle est omniprésente. Elle est presque devenue la toile de fond de nos vies. Il y a là une asymétrie très forte avec les principaux rivaux géostratégiques des USA. En particulier, la puissance états-unienne se distingue par l'ampleur de son espionnage électronique, ampleur qui s'explique par un haut degré de contrôle des flux d'informations. Mais cette puissance repose aussi, et peut-être surtout, sur le social learning. Il faut dire 2 mots à ce sujet. Le social learning est une théorie éducative et l'on sent que l'acquisition des comportements ne se fait pas seulement par conditionnement, mais aussi par l'imitation des comportements valorisés socialement. Depuis 1945, les États-Unis ont déployé dans leur zone d'influence une politique d'imprégnation culturelle visant à créer et renforcer les attitudes américanomorphes. C'est la cause principale de l'américanophilie paradoxale dont témoignent aujourd'hui encore les Allemands et les Japonais et un degré moindre les Français. Cette stratégie de guerre cognitive est au cœur de l'entreprise de légitimation permanente de la domination états-unienne par elle-même. Il y a tant d'exemples que je ne saurais lequel prendre. Le rock'n'roll des yéyés des années 60, par exemple, était une stratégie de social learning. Tout comme aujourd'hui l'esthétisation absurde mais efficace de la culture des ghettos noirs à travers le rap. Et quand on y pense, c'est extraordinaire. L'Amérique, le pays du racisme anti-noir, est rêvé, désiré, fantasmé par des noirs un peu partout dans le monde. Cette puissance cognitive des USA explique à mon avis qu'ils puissent alterner agression et négociation. Les dirigeants américains savent qu'ils détiennent malgré tout encore un grand pouvoir de séduction. Et puis les Américains ne sont pas aussi pressés que la rapidité de leur recul dans l'économie réelle pourrait le faire croire. Ils ont d'autres atouts dans leur manche, il y a plusieurs tendances au sein de l'oligarchie américaine, parce que cette oligarchie a plusieurs cartes à jouer. Il y a des néoconservateurs brutaux, Robert Kagan, Richard Pearl, Victoria Nuland, Hillary Clinton. Ceux-là veulent jouer la carte du hard power, la puissance militaire pour faire court. Mais il y a aussi des conservateurs réalistes qui veulent combiner hard power et soft power, le pouvoir d'influence. La méthode de Zbigniew Brzezinski d'Henry Kissinger est visiblement aujourd'hui de Barack Obama. Certains Américains pensent même que le soft power peut s'avérer suffisant, c'est l'école de Joseph Nye. Cette pluralité des options stratégiques états-uniennes explique la structure compartimentée des relations entre les USA et leurs rivaux. Elle permet de comprendre comment, par exemple aujourd'hui, le Kremlin peut simultanément passer manifestement un accord temporaire avec Barack Obama sur la Syrie, et en même temps être obligé de renforcer sa lutte contre les ONG occidentales en Russie, tout en pilotant à vue la question ukrainienne. La guerre qui est en train de se dérouler à l'échelle globale est tissée par l'interaction de conflits locaux, situés sur des plans différents. Elle ne peut donc pas être comprise par des gens qui refuseraient de considérer à la fois thèse et antithèse. C'est une guerre hybride, asymétrique, de 4e génération. Elle suppose une pensée fluide, aussi fluide que la situation tactique mouvante, sur un grand nombre d'échiquiers superposés en interaction. En comparaison de cette entreprise américaine de lavage de cerveau mondial et d'espionnage généralisé, les guerres économiques chinoises et russes sont de relativement petite taille. Nos médias nous en entretiennent fréquemment, mais nos journalistes sont sous influence états-unienne. En réalité, les guerres économiques chinoises et russes visent avant tout à créer des dépendances asymétriques dans des secteurs précis, pour contrebattre la prédominance globale des Occidentaux en général et des Américains en particulier. Russie et Chine conduisent parfois des actions très agressives et très illégitimes sur le plan tactique, mais sur un plan stratégique, elles sont pour l'instant acculées à la défense. La promotion brutale du moteur de recherche Baidu par les autorités de Pékin, par exemple, n'est pas l'indice d'une agressivité chinoise globale. C'est d'abord une contre-attaque locale contre Google, un moteur de recherche aux ambitions illimitées qui est, lui, l'indice d'une agressivité américaine globale.
L'Allemagne constitue un cas légèrement différent. Elle n'est pas en lutte contre les USA. C'est une puissance dominée par l'Amérique et qui se laisse instrumentaliser par elle quand cela sert ses intérêts. Mais les Allemands, s'ils sont soumis sur le plan politique, entendent préserver leur force économique. Depuis 1945, l'industrie est devenue l'essence de l'Allemagne et le refuge de sa volonté de puissance. Elle a donc organisé progressivement une économie à deux vitesses. Il y a une Allemagne des petits salaires dans les services, dans les pays d'Europe centrale aussi, dont l'écrasement finance en partie l'autre Allemagne, celle des activités industrielles à haute intensité technologique. Cette dichotomie cruelle pour le peuple allemand, et pour certains peuples voisins, est une arme de guerre économique entre les mains du patronat d'outre-Rhin. Avec la déflation salariale orchestrée par Berlin depuis l'instauration de l'euro, cette arme a été utilisée contre les Européens, surtout ceux du Sud, mais aussi contre nous Français. Cependant, comme d'habitude, rien n'est simple. Encore une fois, la guerre économique possède un champ de bataille compartimenté. L'agressivité allemande peut parfois se retourner même contre le protecteur américain. Il y a quelques années, par exemple, une filiale de la société allemande SAP aurait volé des données clients à son concurrent américain Oracle. Les sociétés allemandes sont, semble-t-il, assez coutumières de ces stratégies agressives. Et les Américains, de leur côté, n'hésitent pas à frapper durement leur protectorat européen pour l'affaiblir économiquement et le garder sous contrôle. Comme vient d'ailleurs encore de le montrer l'affaire Volkswagen, une pure opération de guerre économique américaine, dirigée contre l'industrie automobile qui est vitale pour l'Allemagne. On retrouve vraiment bien dans le cas allemand ce que je vous disais de manière plus générale. La guerre économique contemporaine n'est compréhensible que par des gens qui savent penser simultanément thèse et antithèse. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que deux réalités opposées peuvent se combiner, vous ne pouvez pas comprendre le monde d'aujourd'hui. Alors pour aller plus loin, il faudrait prendre des exemples. J'ai regroupé sur ce transparent quelques grandes affaires de guerre économique. Dans le temps qui nous est imparti, il est impossible de les analyser toutes. Lors de la séance de questions, si vous souhaitez approfondir telle ou telle affaire, mais sans entrer dans les détails, ces affaires permettent de donner corps à l'exposé théorique auquel je viens de me livrer. Par exemple, des affaires comme l'actuelle chute du baril, la guerre du gaz ou dans le passé le choc pétrolier de 73 montrent l'imbrication entre la problématique des ressources critiques, les affrontements géopolitiques et surtout le vrai facteur déterminant des cours du pétrole, la situation du dollar. Actuellement, si le baril est bas, ce n'est pas seulement parce que nous nous situons juste après une phase de surinvestissement, parce que les pétroles de schiste donnent une petite bouffée d'air momentanée aux USA ou parce que la Russie et l'Arabie Saoudite ont du mal à s'entendre. C'est aussi et surtout parce que le dollar remonte. Il y a une très bonne corrélation inverse entre les cours du baril et ceux du dollar. Des affaires comme l'espionnage de Valeo par sa stagiaire chinoise Wang Lili, ou le réseau d'espions qui a pillé les sociétés Avago et Skyworks, montrent la réalité de la guerre économique chinoise, son haut niveau d'organisation, par exemple avec le rôle de l'université de Tianjin. Mais ces affaires montrent aussi le caractère relativement anecdotique des actions chinoises par rapport à l'entreprise systématique d'interception des flux d'informations par la NSA. Une entreprise dont nous connaissons désormais les rouages grâce à Edward Snowden. On pourra parler à ce propos du programme PRISM, des accords Ukusa entre alliés anglophones, ou encore du rôle pivot de la Grande-Bretagne avec le programme Tempora. Et j'aime autant vous dire que même si mademoiselle Wang Lili était le kung-fu panda du disque dur amovible, je doute qu'elle ait pu repomper chez Valeo ne serait-ce que le millième des informations qui sont captées par nos bons amis anglo-saxons et leurs grandes oreilles. Des affaires comme les mésaventures de DSK à New York, la mise sous pression de la Grèce en 2015, la bombe Deutsche Bank, le krach chinois de 2015 ou Clearstream n'ont a priori rien en commun. Mais en fait si. Elles ont en commun d'illustrer le rôle souvent décisif de la maîtrise des instruments monétaires et donc indirectement du système financier international. Si DSK avait pu utiliser le FMI pour proposer une alternative au système dollar, cela aurait grippé la mécanique qui rend possible l'exportation des facteurs d'instabilité vers l'Europe à travers la Deutsche Bank en particulier, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Et cela aurait sans doute rendu plus difficile aussi le déploiement de certaines stratégies de manipulation des marchés par Goldman Sachs en Chine à travers ses intermédiaires. Et c'est aussi quand on s'intéresse au système révélé par l'affaire Clearstream qu'on réalise le caractère dérisoire et assez sinistre du chantage opéré sur la Grèce depuis quelques années. Vraiment, Monsieur Juncker, en tant qu'homme politique luxembourgeois, vous estimez être bien placé pour donner des leçons de morale fiscale aux Grecs? Non, mais vraiment? Une affaire comme Bechtel en Bolivie pourrait nous amener à parler des guerres de l'information entre multinationales et du rôle que peuvent jouer des ONG comme Public Citizen, par exemple. Je vous engage, à vous intéresser à la chronologie des événements entre la guerre de l'eau en Bolivie et les rapports de Public Citizen au sujet de Veolia, par exemple. Visiblement, les Américains n'aiment pas que l'on remette en cause l'asymétrie de leurs relations avec leurs alliés. Une asymétrie qu'on retrouve bien dans des affaires comme les ravitailleurs de l'US Air Force ou encore dans un genre plus anecdotique mais croustillant, la SNCF et la Shoah. Alors, personnellement, je n'ai rien contre le fait que l'on demande des comptes à la SNCF à propos de sa collaboration à la solution finale, mais j'ai une question. Pourquoi n'y a-t-il pas d'association européenne des descendants d'Amérindiens pour exiger des dédommagements quand une société américaine concourt aux appels d'offres publics en Europe? Est-ce qu'il y aurait un lien avec le fait que le cinéma a esthétisé les tuniques bleues et pas les SS? Où l'on pourrait parler des accords Bloom-Burns, ce qui nous ramène à la guerre cognitive. À propos d'infiltration culturelle, le journaliste allemand Udo Ulfkotte a publié récemment un ouvrage éclairant, intitulé en allemand Gekaufte Journalisten, en français littéralement « journalistes achetés ».
Ce livre ne sera vraisemblablement pas traduit chez nous parce qu'il consiste pour l'essentiel en une opération de name dropping portant sur les milieux de la grande presse d'outre-Rhin, avec des noms que personne ne connaît chez nous ou presque. Mais c'est un ouvrage intéressant malgré tout. Ulf Kotte est un ancien journaliste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est un petit peu l'équivalent en Allemagne, on va dire, du Figaro. Il a donc fait partie des réseaux de l'information institutionnelle. Il en est sorti peu à peu, traumatisé par une expérience qui l'a marqué à vie. Il a été témoin de l'usage des gaz de combat par les forces irakiennes à la fin des années 80. Or, les gaz de combat étaient de fabrication allemande. Et Ulf Kotte a pu observer comment la presse allemande, qui est très prompte à se flageller et à flageller son pays à propos des crimes nazis du passé, eh bien il a pu observer comment cette presse a par contre systématiquement enterré cette histoire de gazage contemporain. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de découvrir ces journalistes achetés, et d'avoir confirmation du fait que, pour reprendre une expression à la mode, nos journalistes sont soit chômeurs, soit prostitués. En fait, Ulf Kotte se montre même plus précis. Il explique comment fonctionne le système. Car c'est véritablement un système. Les journalistes alpha, ceux qui sont promis à une belle carrière dans ce métier, sont intégrés dans les cercles oligarchiques. Choisis pour leur docilité, ils s'habituent vite à en toucher le salaire. Et ce sont des agents d'influence, en partie spontanés, parce qu'en partie inconscients, au service du grand patronat, de divers réseaux, et surtout, s'agissant en tout cas de la presse allemande, au service de la puissance américaine. Ulf Kotte mentionne d'ailleurs le mot d'un agent de la CIA, rapporté par un patron de presse américain. Selon l'homme de la CIA, un journaliste serait, je cite, « moins cher qu'une bonne pute ». On voit que, quand on étudie un des échiquiers superposés, c'est surtout l'occasion de tirer des enseignements intéressants sur ce qui peut se tramer à d'autres niveaux de jeu. Stuxnet nous dit quelque chose sur le rôle particulier de l'État hébreu. Amésis en Libye. Voilà une société à qui on reproche d'avoir fourni des moyens d'espionnage à Kadhafi. Mais attendez, au moment où cette prestation a été livrée, Monsieur Kadhafi n'était-il pas devenu un dictateur fréquentable, invité en France par Nicolas Sarkozy? Y aurait-il un lien avec l'attribution de concessions pétrolières à la Chine, avec les projets de dinar or, avec l'expansion de la Chine d'Afrique depuis ses zones économiques spéciales? D'ailleurs, à ce propos, si j'étais africain, je m'inquiéterais. La croissance démographique se poursuit. La population doublera en 30 ans en Afrique subsaharienne. Le Soudan et l'Égypte s'affrontent déjà pour l'eau du Nil. Les terres agricoles du continent noir sont systématiquement rachetées par les Asiatiques. Pas que par les Asiatiques, mais principalement. En Afrique, la guerre économique pourrait bien devenir très vite une question de vie et de mort pour des centaines de millions de personnes, ce qui nous ramène encore et toujours à la question des migrations. Alors nous pourrions passer des heures à rebondir d'une de ces affaires à l'autre, d'un échiquier sur l'autre. Pour ma part, je dirais simplement en guise de conclusion provisoire que l'état naturel de la mondialisation régie par les puissances nomades, c'est la guerre économique. La guerre économique de tous contre tous, tout simplement. Et enfin, venons-en à la France. Notre pays est représentatif de la situation générale des Européens, mais avec deux nuances. D'abord, nous aurions théoriquement des moyens que la plupart des autres Européens n'ont pas, et nous n'utilisons pas ces moyens. Ensuite, notre héritage colbertiste nous dote d'une vision originale de l'économie, parfois pour notre plus grand bonheur, et parfois au contraire pour notre plus grand malheur. Pour notre plus grand bonheur quand nous recevons l'héritage d'un pays d'ingénieurs, pour notre plus grand malheur quand nous sous-évaluons systématiquement la projection commerciale comme outil de puissance. L'homogénéité de nos élites aussi constitue une forme de cadeau empoisonné. Elle devrait théoriquement permettre une bonne coordination interne, mais curieusement, si on en juge par les fuites relatives au renseignement français, sur le programme Babar par exemple, nos entreprises et nos services de renseignement travaillent apparemment assez peu en sous-traitance mutuelle. En fait, on éprouve l'impression désagréable que nos élites se coordonnent bien pour défendre leurs intérêts propres et mal pour défendre le peuple dont elles ont théoriquement la charge. Je dis théoriquement parce que je ne suis pas très sûr que ce soit nos élites. Il y a une emprise très forte des réseaux atlantistes et pro-Israël dans la classe dirigeante française. Ces élites, entre guillemets, font l'objet d'un programme de cooptation systématique par la puissance états-unienne. Dès qu'elles sont exposées médiatiquement, elles vivent dans une anxiété diffuse créée par la menace d'excommunication médiatique, que laissent planer des groupes d'influence divers, en particulier les réseaux pro-Israël, et aussi une gauche largement programmée par le complexe israélo-américain, bien qu'elle n'en ait pas conscience. Je crois aussi que ces prétendues élites ont tellement bien intégré l'asymétrie entre leur pays et la puissance états-unienne dominante qu'elles s'exagèrent cette asymétrie, dans un réflexe inconscient. Ce sont des classes dominantes de pays dominés, donc elles craignent leur peuple et ont tendance à se réfugier derrière leur maître impérial. Et c'est ainsi que, dans de nombreuses entreprises françaises, l'anglais s'impose progressivement comme langue de travail entre cadres supérieurs et dirigeants, même francophones. C'est qu'en réalité, plus qu'un instrument de communication, c'est un outil de différenciation sociale, c'est la langue des maîtres. Bon, cela étant, la France ne doit pas imputer tous ses malheurs aux États-Unis. Nous avons notre part d'ombre. Le fait que nos classes dirigeantes refusent systématiquement d'assumer une quelconque volonté de puissance nationale ne les empêche d'ailleurs pas de tremper dans les pires saloperies. Simplement pour justifier les exactions de notre capitalisme, nous avons appris à nous cacher derrière l'argumentaire droit de l'homiste. C'est d'ailleurs ce qui rend notre impérialisme hypocrite potentiellement illimité.
Il faut dire deux mots ici d'une affaire extrêmement grave, parce qu'elle engage peut-être la survie de notre pays à long terme. Je veux parler de ce qui s'est passé ces dernières années en Syrie. Depuis que Laurent Fabius a déclaré que Bachar el-Assad n'avait pas le droit d'être sur Terre, tous les chefs d'État de la planète savent qu'on peut être invité en France comme un ami, pour être ensuite victime d'une politique de déstabilisation systématique par notre pays. Je ne suis pas sûr que ça nous vaille beaucoup d'amis à l'avenir. Bien sûr, tout ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme, c'est une question de gaz naturel. Nous avons parlé d'Amésis et de Kadhafi. La même histoire s'est jouée mutatis mutandis pour Bachar el-Assad. Tant que le président syrien envisageait de laisser un gazoduc qatari traverser son pays pour rejoindre un réseau européen, tout allait bien. Dans l'espèce de logorée obscène qui sert de rhétorique à notre grande presse, Bachar el-Assad est devenu le monstre de Damas le jour où il a décidé qu'un gazoduc iranien irait rejoindre un projet russe en mer Égée. Voilà le genre de politique néocoloniale que notre classe dirigeante fait au nom des droits de l'homme. Eh bien moi je préférerais 1000 fois que le pouvoir français assume la défense de nos intérêts nationaux, qu'il opère cette défense comme les Russes le font, dans un cadre westphalien raisonnable, ou par raison sinon par goût, les puissances cherchent à conforter mutuellement leur stabilité pour préserver la stabilité globale. Il vaut mieux, pour le monde, être dirigé par des Vladimir Poutine pragmatiques et brutaux, plutôt que par des BHL incompétents, hypocrites et mégalomanes. Et nous sommes malheureusement plutôt un des pays qui œuvre pour que le monde soit dirigé par des incompétents, des hypocrites et des mégalomanes. Il faut dire aussi que notre pays souffre de toute façon de la structure de son capitalisme. Il faut bien voir que nous sommes les héritiers d'une économie de rente coloniale en grande partie. Et toutes les économies de rente sont malsaines. Nos plus grands groupes industriels se sont souvent constitués à partir du pillage de notre empire colonial, ou disons de notre zone d'influence. Suez s'appelle Suez. Total est la première entreprise française. Elle est née du partage du Moyen-Orient en 1916 par les accords Sykes-Picot. Total, vous savez, cette société qui a été présidée par Christophe de Margerie, jusqu'à sa mort dans des circonstances mystérieuses à Moscou, en 2014. Tiens. Bref, quelque part dans l'ADN de notre capitalisme, il y a le colonialisme. Alors ça n'est pas une bonne nouvelle pour les peuples que nous avons colonisés, mais ça n'est pas non plus une bonne nouvelle pour nous, peuple de France, Français ordinaires. Parce que ça n'est pas nous qui touchons les dividendes des pillages de notre oligarchie. Nous subissons un système dont l'emprise est maintenue en partie grâce à ces dividendes. Comme tous les peuples victimes d'une économie de rente administrée par une oligarchie. Ça, c'est une chose rarement vue en France. En Algérie, l'économie de rente a maintenu au pouvoir un FLN en décadence. Mais en France, le miroir de cette économie de rente a participé au maintien de notre pouvoir décadent. Ça n'est pas pour rien que la France est un des pays européens dont le substrat ethnique est le plus profondément fracturé. C'est bien sûr la situation générale en Europe, mais la politique de submersion migratoire est conduite à l'échelle transnationale. Chez nous, une des raisons qui explique la politique d'immigration folle que nous avons suivie depuis plusieurs décennies, c'est le mirage de nos liens avec l'Afrique. Mirage parce qu'en réalité, dans le soi-disant échange fructueux entre Européens et Africains, il n'y a pas deux parties, il y en a 4. Les peuples en Europe et en Afrique, les oligarchies en Europe et en Afrique, et ce sont les oligarchies qui gagnent et les peuples qui perdent, des deux côtés de la Méditerranée. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer plus profondément dans le détail de nos points forts et de nos points faibles. Ça n'est pas nécessaire, de toute façon, vous connaissez ce pays aussi bien que moi. Mais ce qu'on peut dire en conclusion, simplement, c'est que la France est bel et bien en train de perdre la guerre économique. S'il fallait donner simplement une conclusion sur le rapport entre la France et la guerre économique aujourd'hui, ce serait celle-là. Et le pire, c'est que nous perdons parce que nous n'avons plus la volonté de combattre. Il y a de multiples raisons à notre défaite. Nos points faibles sont évidemment aussi importants que nos points forts. Mais la raison fondamentale ne tient pas tant à nos points faibles qu'à notre démission collective, élites en tête. Nous refusons de jouer nos points forts. C'est le fond du problème, personne ne peut gagner en renonçant à ses atouts. Revenons à ce qui vient de se passer en Syrie. C'est une affaire spectaculaire. Elle est aussi géopolitique que géoéconomique, mais elle illustre à merveille la cause de fond de notre faiblesse contemporaine. Nous avons perdu une bataille là-bas, et un peu de notre honneur aussi. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, nous avons perdu parce que nous avons suivi une politique qui n'était pas la nôtre. C'était celle d'un ensemble occidental au sein duquel nous jouons au fond les seconds couteaux. En fait, nous avions perdu d'avance. Si malgré tout, un gazoduc est tracé depuis le Qatar vers l'Europe pour finir, ce gazoduc sera raccordé à un projet européen sous pilotage américain, et probablement sous contrôle partiellement israélien. Et là d'ailleurs, on pressent les vrais donneurs d'ordre de la déstabilisation de la Syrie. Cette politique qui n'était pas la nôtre, c'était largement une politique israélienne. Tel Aviv a profité du basculement de Damas vers la solution du gazoduc russo-iranien pour nous pousser à la guerre. À mon avis, l'ensemble Washington, Londres, Tel Aviv chassent en meute. Ces puissances adossent leurs influences, de manière plus ou moins planifiée. Ce qui, au final, nous ramène bien sûr à la cause fondamentale, l'asymétrie de notre relation avec les États-Unis. Quand il s'est avéré que la situation en Syrie nous échappait, les Américains nous ont lâchés en rase campagne. Ils ont d'autres priorités, ils sont en train de pivoter vers l'Asie du Sud-Est. Et contrairement à la propagande déployée lors des négociations avec l'Iran sur le nucléaire, ils n'ont pas de raison majeure de sécuriser l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel. Pour eux, l'essentiel, c'est que le gaz n'aille pas enrichir Moscou et Pékin trop vite et trop facilement. Résultat, nous nous sommes retrouvés tout seuls, enfin disons avec les Qataris et les Saoudiens, des gens avec qui nous prétendons défendre la démocratie, soit dit en passant.
Et en face de nous, il y avait la Russie et l'Iran, et en arrière-plan la Chine. Mais nous ne pouvons pas construire un rapport de force contre ces puissances à nous tout seuls. Et donc au final, la France risque d'être assise au bas bout de la table quand on négociera la sortie de crise. A contrario, on peut imaginer ce qu'aurait été dans cette affaire la conduite d'un gouvernement français digne de ce nom. Si nous avions suivi une politique qui fut la nôtre, voilà probablement ce que nous aurions fait. Nous aurions adopté la position d'équilibre traditionnelle de la France au Moyen-Orient. Nous nous serions ainsi imposés à un bon niveau dans la négociation, du fait de notre poids limité mais significatif. Nous serions reconnus comme un acteur central, capable de faire pencher la balance ou vers le camp russe ou vers le camp américain. Bien sûr, nous aurions veillé en tout état de cause à ce que le compromis final ne ferme aucune des portes que l'avenir peut devoir prendre, et bon an, mal an, avec ou sans l'aval du très très dispensable BHL, nous aurions préservé nos amitiés, honoré notre parole, et surtout, pardonné cet aveu, nous aurions récupéré une part raisonnable du gaz qui dort sous les eaux du Golfe entre le Qatar et l'Iran. Un gaz qui est évidemment l'enjeu principal de l'affaire. Pour pouvoir développer cette politique vraiment française, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Eh bien, il aurait fallu que nous fussions vraiment français. Il aurait fallu pouvoir assumer notre essence, et ce qui va avec une essence, une volonté de puissance. Une volonté de puissance bien sûr raisonnable, inscrite dans une cosmopolitique pensée, mais une volonté de puissance assumée. Il faut que nous retrouvions la force d'affirmer notre identité sédentaire dans un monde dominé par des puissances nomades qui tentent de couler l'esprit des sédentaires dans les structures fonctionnelles du nomadisme. Ça, c'est toute la différence entre Vladimir Poutine et François Hollande. Poutine incarne une essence, une transcendance, un être vivant. Hollande n'incarne qu'une expérience, un système, une machine. Pourquoi? Parce que Poutine assume une volonté de puissance au nom d'une identité qu'il revendique. Le point de départ pour briser le mécanisme d'implosion de puissance dans lequel nous sommes enfermés, c'est donc de faire en France ce que Poutine a visiblement réussi à ce stade du moins en Russie. Nous devons retrouver la racine de notre être. Alors je sais que c'est une conclusion assez curieuse quand on est parti de la guerre économique, mais pour moi, c'est le point de départ. Tant que nous n'aurons pas conduit cette démarche, nous serons enfermés dans le cercle vicieux qui nous broie. La France est une puissance en recul stratégique. Elle se pense vassale des États-Unis. Nous subissons une situation d'asymétrie profonde qui va bien au-delà de l'effet de taille. Les USA définissent la mondialisation. Puissance partiellement issue d'un nomadisme, l'Amérique est mieux placée que nous pour concilier son identité sédentaire avec les structures d'une métapuissance nomade dont elle est le bras armé et qu'en retour elle définit largement. La France est une puissance vieillissante, en voie de dislocation ethnoculturelle. Historiquement, sa classe dirigeante s'est construite en partie en réaction à des tendances révolutionnaires populaires. Ce tropisme sécuritaire de notre République est aujourd'hui accentué par un phénomène générationnel, le poids anormal de la génération du baby-boom. Le résultat, c'est que notre classe dirigeante a tendance à se focaliser sur les menaces intérieures. Cooptée par les réseaux mondialistes, cette classe dirigeante est en train de se transformer. Nous n'avons plus en France un État profond français qui verrouille la République, nous avons un anti-État profond, ou si on préfère un État profond anti-français. En fait, notre régime politique commence à ressembler à une administration coloniale mondialiste, appuyée comme toutes les administrations coloniales sur des minorités protégées et instrumentalisées. Comment voulez-vous gagner la guerre économique si votre adversaire contrôle votre état-major? L'inscription de la France dans un projet européen de puissance collective par la norme s'explique en grande partie par ce caractère antinational de notre pseudo-État profond. Quand on ne peut pas exprimer la volonté de puissance d'une identité, on se raccroche à une construction fonctionnaliste. L'Union européenne opère à l'égard de ces nations comme un coach en management. Elle donne des recettes à appliquer, elle dispense d'avoir à se demander pour quelle puissance on opère. La puissance se confond ici avec le maintien, voire l'expansion du système en lui-même, tel qu'il fonctionne. Évidemment, ça ne va nulle part. Dans la réalité de la mondialisation, telle que nous venons de la décrire, dans la guerre économique de tous contre tous, ces Européens vieillissants, qui n'ont à proposer qu'un rêve de stabilité molle entre peuples du troisième âge, ne font rêver personne. La norme construite par cette pseudo-puissance en trompe-l'œil ne peut pas s'imposer dans un monde qui reste structuré par des rapports de force entre puissances agressives. Si vous ajoutez à cela l'erreur technique probablement fatale qu'a été la mise en place d'une monnaie unique sans mécanisme de transfert budgétaire massif entre les membres, vous avez le résultat final du cercle vicieux de l'impuissance. Une France faible, incapable de défendre ses intérêts, incapable même de se les représenter, abandonnée au sein d'une Union européenne sous la molle domination d'une Allemagne elle-même atteinte des mêmes maux, et des classes dirigeantes qui vont rebondir entre les réseaux américains de la French American Foundation et les réseaux israéliens du CRIF, pour finalement se vendre à l'argent du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. La triste réalité de la France comme puissance aujourd'hui, c'est ça. C'est la République impuissante, prostituée, méprisable. C'est un tableau terrible, mais c'est tout simplement la réalité. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cercle vicieux de la défaite renvoie en profondeur à une stratégie de la guerre cognitive. Pour nous rendre impossible l'affirmation de notre volonté de puissance, les vrais vainqueurs de 45, c'est-à-dire les Américains, ont progressivement construit un cadre de culpabilisation des Européens et donc de délégitimation de leur volonté de puissance, en utilisant des techniques de manipulation propres à la cybernétique sociale, dont la mise au point remonte précisément aux années 40-50. Culpabilité post-coloniale, devoir de mémoire shoatique obsessionnel, etc. Tout l'enjeu des années qui viennent en France, c'est de briser ce cercle vicieux de l'impuissance.
en refondant la légitimité de notre politique de puissance. Et c'est là, dans une réflexion sur les processus de légitimation de la puissance, qu'au sein de la mouvance nationaliste française, il pourrait y avoir une réflexion commune entre des tendances identitaires et républicaines. C'est sans doute dans ces termes-là que nous devons réfléchir à notre avenir commun. Au point où nous en sommes, il ne s'agit plus de défendre notre identité, mais pratiquement de la refonder. Alors bien sûr, trouver cette parade à la guerre cognitive ne suffira pas à gagner la guerre économique, mais ça sera un point de départ, encore une fois. Ensuite, nous pourrons utiliser nos atouts. Un peuple créatif, un niveau technologique très respectable, un territoire sur lequel nous pouvons vivre. Mais pour pouvoir jouer sous ces atouts, il faut d'abord renaître à nous-mêmes. Nous gagnons encore des batailles, principalement à cause de la qualité de nos ingénieurs. On a dit beaucoup de mal du Rafale, mais visiblement, il n'a pas à rougir de la comparaison avec l'Eurofighter. Airbus tient tête à Boeing. On a dit aussi beaucoup de mal des choix stratégiques de Peugeot, mais la situation est en voie de redressement rapide. Pourquoi ? Peut-être parce que Peugeot est assis à la base sur un capital de savoir-faire de tout premier ordre. Et quand on voit la politique débile, pour ne pas dire la trahison systématique de notre classe dirigeante, et qu'on regarde les résultats que malgré tout l'économie française arrive encore à atteindre dans ces domaines d'excellence, on se dit que vraiment la bête est solide. À l'échelle globale, tout domaine confondu, notre pays reste, cela dit, en voie de déclassement très rapide. Cette courbe des PIB en volume, base 100 en 1998, donne une image assez juste de ce qui se passe en réalité. En rouge, vous avez le PIB mondial, qui est boosté par le décollage des émergents. En bleu clair, vous avez le PIB de la Grande-Bretagne, qui donne une idée de ce qu'aurait pu être la performance de la France sans l'euro. En violet, vous avez le PIB de l'Allemagne. Vous remarquerez au passage que le modèle allemand qu'on nous vante tellement arrive au final à la même performance que la France sur la période 98-2015. L'Allemagne va apparemment mieux que la France, mais ça tient à deux effets d'aubaine. Depuis 2005, elle profite d'un euro sous-évalué par rapport aux fondamentaux de son économie, et d'autre part, étant en implosion démographique, elle peut assez facilement supporter une croissance économique faible. La courbe verte recouvre pour l'essentiel une courbe bleue. La France obtient à peu près la performance moyenne de la zone euro à mi-chemin entre l'Allemagne et l'Europe du Sud. Mais, à la différence de l'Allemagne, nous ne sommes pas pour l'instant un peuple en implosion démographique. Et c'est pour ça que nous souffrons. Si nous continuons à perdre la guerre économique, lentement, année après année, nous allons bientôt être rétrogradés d'une division. Nous jouons encore en première division, mais tout en bas du tableau. Nous sommes bien partis pour rejoindre l'Italie en haut du tableau de la deuxième division. Et puis après, nous pourrons descendre avec elle en troisième division, dans une ou deux décennies. C'est notre avenir programmé. Alors il faut bien voir ce que ça implique. Il ne faut pas croire que l'enjeu de la guerre économique au XXIe siècle, ce sera plus ou moins de croissance et de bien-être. En fait, tout indique que le XXIe siècle va être très dur. On peut se reporter à ce que nous avons vu précédemment concernant les ressources critiques. Et il faut imaginer cette France éclatée ethniquement, disloquée sur le plan de la cohérence de sa population, avec une économie en voie d'implosion, dans un monde où les ressources critiques vont probablement devenir de plus en plus précieuses et de plus en plus difficiles à conserver. Une France qui aura sur son flanc sud une Afrique dont globalement la stabilisation démographique n'est pas envisageable au mieux à la fin du XXIe siècle. Alors personnellement, quand je me projette dans cet avenir possible, dans ce cauchemar prévisible, c'est assez curieux, mais j'ai des sentiments mélangés. Bien sûr, je suis triste pour mon pays, mais en même temps, voyez-vous, notre gouvernement a ces dernières années fait vivre l'enfer au peuple syrien et libyen. Laurent Fabius, Bernard-Henri Lévy et compagnie, j'ose le dire, ce sont des criminels de guerre. Et c'est triste à dire, mais il faut se souvenir que ces gens-là ont pu arriver au pouvoir et s'y maintenir avec l'assentiment du peuple français. En 2007, Sarkozy a été élu démocratiquement. En 2012, même chose pour Hollande. Alors quand j'imagine dans quelques années comment des puissances étrangères pourraient appeler la République française le régime de Paris, exactement comme notre presse aux ordres appelle la République syrienne le régime de Damas, je me dis, qu'est-ce que vous voulez, Vae victis. Bon. Cela dit, ne désespérons pas, et en attendant, c'est le lendemain qui chante. Pour les auditeurs qui voudraient approfondir les raisonnements présentés dans cette conférence, voici une courte bibliographie. D'abord à tout seigneur, tout honneur, Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, pour comprendre l'histoire longue. Ali Laïdi et Christian Arbulot, ce sont des spécialistes de la guerre économique. Vous retrouverez dans leurs livres la plupart des exemples que je n'ai pas eu le temps de développer ici suffisamment. Pierre Buller, alors c'est un cas un peu différent, il s'agit d'un diplomate en activité, un ambassadeur de France, excusez du peu. Il a écrit un livre très intéressant, La puissance au XXIe siècle. Non pas tellement à cause de ce qu'on y lit, parce qu'à vrai dire il n'y dit pas grand-chose, mais à cause des conclusions auxquelles il amène son lecteur sans jamais les formuler. Un beau travail de diplomate. Donc pour ceux qui ont le temps de bouquiner un pavé de 500 pages qui aurait pu tenir en 100 pages si l'auteur n'avait pas décidé de tourner autour du pot, eh bien ça vaut vraiment le coup de se procurer cet ouvrage, parce que Monsieur Buller n'est pas Michel Drac, lui ne peut pas parler avec la franchise décomplexée qui est la mienne aujourd'hui, mais il se fait très bien comprendre, croyez-moi. Et puis on peut terminer avec nos amis requins, enfin je veux dire avec les Américains, pardon. Alors pour les anglophones, je signale sur Internet, disponible en ligne, Scott Nolan, un officier de l'US Army, auteur d'une étude sur la guerre économique. Vous tapez Scott Nolan, Economic Warfare, a Study of US and China, et vous allez tomber dessus. Je signale aussi un rapport de l'Office of the Director of National Intelligence,
C'est pareil, vous faites un Google, vous devriez tomber dessus assez vite. Tout cela est disponible en ligne. Et d'ailleurs, d'une manière générale, il faut signaler que vous trouverez beaucoup de documents sur des sites institutionnels ou para-institutionnels américains. Par exemple, je vous conseille le Defense Technical Information Center. C'est intéressant d'ailleurs pour voir comment les Américains perçoivent leurs vassaux européens, et vous allez voir que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas leur priorité. Et que donc, eh bien, il serait urgent que nous redevenions notre propre priorité. Voilà. J'en ai fini. J'ai été bien entendu un peu plus long que prévu, mais je vous remercie de votre attention.